Émission spéciale politique, encore une fois, on va challenger tous nos partis. Aujourd'hui, c'est Alain Marron d'Écolo qui est avec nous, ministre et candidat à la région. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des proprios. Bonjour monsieur le ministre. Mais bonjour. Je dois dire monsieur Alain Marron, monsieur Marron, Alain, que dois-je dire? Alors faites vraiment comme vous le sentez. C'est vous qui savez, moi je peux vivre avec tout. Alors ici on est comme à la maison, donc on va se tutoyer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. On va challenger pendant plus ou moins 45 minutes les idées de votre programme. Mais dans un instant, on va faire ça. D'abord, il faut que je présente les deux personnalités du jour qui vont avoir pour mission de challenger ce fameux programme. On a Eric Spitzer, CEO d'Imovlan. Bonjour Eric. Salut Davy. Bonjour Alain. Bonjour. Comment se passe le tournoi de paddle? Il se passe bien. On a déjà eu 3 sessions organisées. On en a encore 2. La prochaine, c'est Anvers la semaine prochaine. Et puis il y aura Waterloo et puis Nivelles. Donc voilà, tout va bien. Grand passionné d'immobilier, mais aussi de paddle. On mettra le petit lien de ce fameux événement de réseautage organisé par Imovlan. Et puis à ses côtés, monsieur Ken Van Petegem de Winvest, coach aussi, agent immobilier. Bonjour Ken, merci d'être là. Merci à toi. Deuxième émission. Pour toi, tu as eu la chance de pouvoir être face à Georges-Louis Boucher. Aujourd'hui, on peut dire un autre extrême. Oui, effectivement. Alain Marron qui sera face à toi. Alain Marron, Alain, dans cette émission, il y a un petit rituel pour démarrer. On s'intéresse un peu à votre vie, à vous, votre parcours en tant que propriétaire. Est-ce que vous êtes propriétaire? Ouais, je suis propriétaire immobilier, oui, absolument, de la maison dans laquelle j'habite. Multipropriétaire? Alors, pour ne rien vous cacher, je suis encore à moitié propriétaire. Ouais. Une maison avec mon ancienne compagne et les enfants sont un peu dans les 2 maisons, une semaine sur 2. Du coup, je suis partiellement propriétaire de 2 maisons, si vous voulez. Voilà, c'est l'histoire de beaucoup de familles décomposées, recomposées. C'est la mienne aussi. Et devenir propriétaire, est-ce que c'était un objectif très très jeune? Déjà, pendant vos études, c'était dès que j'ai mon premier salaire, je deviens propriétaire. Pas du tout. Non. Non. Je tripais pas du tout là-dessus. Simplement, c'est vrai que je trouvais ça super chouette d'être dans des projets de rénovation. Ça m'excite. Les 2 maisons en question, elles ont fait l'objet d'une vraie rénovation. Et donc, voilà, mon meilleur ami, il est architecte. Du coup, moi, j'ai baigné en fait dans ce milieu, l'architecture, les entrepreneurs, etc. depuis longtemps. Et donc, oui, ça, je trouvais ça très excitant. Et puis, c'est la construction d'un projet commun avec quelqu'un, avoir un espace un peu sécurisé pour les enfants. Et puis, ça fait épargne pension, l'immobilier. Hein, ça, c'est vrai. Je veux dire, pour tout le monde, beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier, même pour y habiter eux-mêmes, quand vous avez remboursé votre prêt après 20 ans ou 25 ans ou même 30 ans, voilà, il y a une forme d'épargne pension qui s'établit, donc ça a un avantage à ce niveau-là, c'est clair. Vous avez des enfants, mais donc aujourd'hui, vous leur dites, ce serait bien que très vite tu investisses dans l'immobilier. Ouais, ils sont encore un peu jeunes, puisque l'aîné a 17 ans, il sort de 6e secondaire, il a encore un peu le temps d'y réfléchir. Ah, mais 17 ans, l'éducation financière se fait déjà à ce moment-là. Alors je vais vous dire, je pense que l'avenir, en fait, n'est pas nécessairement dans des grandes villes comme Bruxelles, d'être directement propriétaire de son logement. Je crois beaucoup plus que on va de plus en plus devenir propriétaire, coopérateurs ou actionnaires dans des sociétés immobilières qui elles-mêmes vont investir. Parce que finalement, que vous soyez propriétaire directement de votre bien dans lequel vous habitez ou d'un autre, ou multipropriétaire, ou que vous soyez coopérateur dans une coopérative qui elle-même investit dans l'immobilier, quelle est la différence en termes d'épargne pension? Et ces sociétés-là, elles peuvent gérer en bon père de famille parce que c'est des pros. Ici, on a plein de propriétaires, mais même s'ils font des efforts, parfois, simplement, ils n'ont pas les ressources financières, ils n'ont pas le temps de s'occuper vraiment en bon père ou en bonne mère de famille de leur logement, même s'ils veulent le faire. Une société dont c'est le métier, même une coopérative dont c'est le métier, même si elle met des logements en location à finalité sociale, elle le fera correctement, le plus correctement possible, de manière professionnelle. Elle aura accès au corps de métier. Si vous êtes propriétaire de 1 ou 2 logements, mettre la main sur un plombier pour faire une rénovation ou une réparation, ou voilà, mettre la main sur des assureurs quand il y a des petits problèmes, tout c'est compliqué. Tandis que pour une société coopérative ou une autre société qui serait propriétaire d'une multitude de logements, c'est plus simple. Et donc, je pense qu'une partie de l'avenir, j'ai bien dit, une partie, voilà, et j'y réfléchis moi-même, très franchement, je vous le dis, moi je pense que si j'ai l'occasion d'investir dans l'immobilier, je le ferai par ce biais-là. Investir dans des coopératives qui, après, mettent en location à finalité sociale. On a face à vous des investisseurs aussi. C'est du capitalisme immobilier. Quelle surprise. Non, des sociétés immobilières ou des coopératives. Moi, je soutiens... Coopérative ou pas, on est quand même actionnaire. Mais juste une petite nuance par rapport à ça. Il y a l'aspect épargne-pension qui est important. Il y a aussi l'aspect... avoir un toit au-dessus de la tête, si à un certain moment, les choses partent de travers, quoi. Et ça...
quand on est propriétaire en propre de son bien d'habitation, c'est tout à fait possible. Dans une société coopérative, sans doute un peu moins. Bon, vous pouvez toujours revendre vos parts et le cas échéant acheter. Et puis ouvrir ça en plus, il y a quand même pas mal de gens, ils sont propriétaires de leur propre logement, puis ils sont encore propriétaires de 1 ou 2 logements sur le côté. Et moi, je suis ministre de l'action sociale et en même temps de l'environnement. On soutient, et donc j'ai eu l'occasion d'être en contact direct avec des projets fantastiques où il y a de la mobilisation de l'épargne privée. On parle d'investisseurs privés qui ont vraiment de l'argent. Ils mettent de l'argent, par exemple, à disposition d'une coopérative soutenue par les Petits Riens ou d'autres organisations comme celle-là. Ces gens achètent et rénovent des biens. Ils font 10, 15, parfois 20 logements et puis les mettent en location via des agences immobilières sociales. Et parfois, pour une partie de ces logements, pour du public ultra précaire avec un accompagnement. Très franchement, ce sont ce type de projets qui allient un peu tout. C'est-à-dire qu'on fait de la rénovation urbaine, on fait de l'accessibilité au logement et on fait de la politique sociale. Et en plus, ces logements sont exemplaires en termes environnementaux. Et on les soutient. Et donc voilà, ce type de projet, je trouve ça vraiment très intéressant. On ne sait pas le faire partout, mais on peut les faire en partie, en mettant les curseurs un peu moins bas. Et je pense que ce type de propriété, ce type de soutien, ça c'est quelque chose qui est vraiment d'avenir. Parce que sur papier, c'est vrai que ça paraît beau, mais la réalité aussi, c'est que l'investissement immobilier reste fait et pratiqué pour aller chercher du rendement. Et vous dites dans votre programme que l'immobilier constitue une valeur refuge pour l'investissement. La logique rentière de ces investissements peut entrer en conflit avec le droit au logement de toutes et de tous. Nous voulons garantir ce droit et lutter contre les surprofits. Quand on fait de l'investissement en AIS, le rendement, pour aller le chercher, bonjour quoi. Ah bah non, il est là. Il y a quand même beaucoup de soutien, notamment du soutien fiscal, parce que vous ne payez pas le précompte immobilier, etc. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les investisseurs sont là. Alors, les investisseurs qui cherchent le plus haut rendement possible et qui sont prêts à du facteur de risque, ils vont pas là-dedans. Mais ceux qui veulent être sécurisés, prendre moins de risques et qui se disent, bah, en fait, ce rendement-là, il me convient. Et c'est quoi il est quand même largement. Moi, je vais pas parler de rendement ici, d'autant plus que ça change tout le temps. Okay. Mais en fait, il est en comparaison souvent. 5% c'est beaucoup, 10% c'est beaucoup. Si c'est du net dont vous parlez, c'est sans doute beaucoup. Ouais. Okay. Si c'est du net, hein. Mais donc, vous êtes quand même toujours supérieur à un carnet d'épargne dans la plupart des cas. Et puis, il faut bien se rendre compte que votre bien, bien souvent, il prend lui-même en plus de la valeur. Donc, non seulement vous avez le rendement direct, mais le rendement indirect parce que le bien prend de la valeur. Donc, oui, les placements en AIS ou dans des coopératives à finalité sociale, etc., ça offre du rendement satisfaisant. C'est pas spéculatif, mais c'est des rendements satisfaisants et surtout des systèmes qui vous apportent de la sécurité en tant qu'investisseur. Et puis, il y a des investisseurs qui sont responsables. Ils se disent, j'ai de l'argent et moi je vais l'investir pour quelque chose qui fait du bien dans la ville dans laquelle je vis. Et l'accès au logement, avoir des logements qui sont moins polluants, moins d'empreinte environnementale, bah ça me parle comme investisseur, donc j'y vais. On va creuser tout ça dans la suite de cette émission. Vous réagissez aussi en commentaire, les amis, aussi le numéro WhatsApp qui s'affiche, vous n'hésitez pas, puisque les équipes d'Alain Marron et même Alain Marron certainement aussi ira voir un peu les questions, les commentaires sur YouTube et on vous répondra évidemment. Eric et Ken, est-ce que vous êtes prêts à noter les mesures, les 3 grandes mesures du programme d'écolo? Vous le savez, c'est comme ça dans chaque émission. Vous avez une ardoise, tu n'as pas de marqueur, on va t'en donner un, tu en as un, tu joues avec. Une note de 1 à 5. 1, c'est pas dingue. 5, la mesure est incroyable. Donc on va proposer à Alain, à Monsieur Marron, je ne sais pas quoi dire, on va te proposer de nous partager ta première mesure en 1 ou 2 phrases et puis ils vont noter. On va argumenter et ils auront l'occasion de réévaluer par la suite. Première mesure, Monsieur Marron. Alors, la première mesure ne va pas vous surprendre, c'est l'amélioration des performances énergétiques du bâti et des biens. Donc, on doit rénover et se donner les moyens de rénover le bâti bruxellois. Plus et mieux qu'on le fait maintenant. Donc, on a lancé tout le programme Rénolution, qui est vraiment une alliance emploi-environnement, avec toutes les parties prenantes dedans. On a augmenté les budgets pour les primes, pour les prêts à taux réduits, etc. Il faut qu'on amplifie cette politique, qu'on aide mieux les gens, qu'on aide mieux les propriétaires, voire les locataires à accéder à des systèmes qui leur permettent réellement de rénover le logement. Pourquoi ? D'abord parce que ça diminue leur coût locatif ou leur coût simplement d'occupation, parce que vous diminuez vos factures d'énergie, parfois de 100, 150 euros par mois. Ça fait du bien au portefeuille, clairement. Et puis c'est bon pour la planète. Il faut savoir qu'on a déjà réduit à Bruxelles, nos émissions directes de gaz à effet de serre de l'ordre de 30% depuis 2005. Ce sont des chiffres officiels, hein, c'est pas du slogan électoral. C'est des chiffres mesurés qui sont rendus à l'Europe. C'est le bâtiment qui a diminué le plus. Donc nos bâtis consomment beaucoup moins d'énergie maintenant qu'il y a 20 ans. On doit continuer dans cette direction, mais aider les gens pour le faire. Vous notez, les amis, amplifier la rénovation énergétique. On le rappelle, il y a un objectif européen aussi pour 2050 qui est quand même important. Va-t-on y arriver ? On va le découvrir dans un instant avec
avec le comment finalement, puisque j'imagine que vous allez le challenger sur le comment. On va faire ça, vous montrer votre ardoise. Parce que c'est ça la baie en fait. Évidemment, on a Ken qui met 2 sur 5 et on a Eric qui met 3 sur 5. On va commencer par Ken qui n'a pas encore beaucoup parlé dans cette émission. Ken, pourquoi cette note de 2 sur 5 ? L'idée dans le fond, je la comprends. Donc de vouloir rénover un parc immobilier pour diminuer les coûts pour les locataires et avoir une empreinte écologique moins importante. Je la comprends. Maintenant, la mise en place de tout ça est très compliquée. J'aime bien la phrase, tu dis, tiens, c'est pour sauver la planète. Clairement, c'est pas Bruxelles qui va sauver la planète. Quand tu vois ce qui se passe sur la planète en elle-même et l'âge de la planète, c'est pas nous, à l'échelle du temps, de l'histoire de la planète, qui allons faire en sorte qu'elle aille mieux ou qu'elle aille moins bien. Ça, c'est juste écologiquement parlant. Ce sont des débats, mais on ne va pas rentrer ici dans ce sujet-là. Ah si, on peut y rentrer. Il ne s'agit pas de sauver la planète, il s'agit de garder la qualité de vie pour les humains, en fait. Que nous, quand toi, tu seras plus vieux, quand toi, tu auras mon âge, ou que tu seras un peu plus, cette planète reste vivable, en fait. Et ça, je pense que ça reste un enjeu pour tout le monde. Alors, on peut s'en foutre et se dire, c'est pas grave, on allume le gaz et on y va, on continue à réchauffer. Tu vois ce qui se passe, les inondations, les catastrophes naturelles, tout ça va s'amplifier. Je parle ici en Belgique, mais partout en Europe, parce que l'Europe, en plus, est la région du monde la plus exposée au réchauffement climatique. Moi, je préside le Conseil européen environ pour le moment. J'ai cette chance d'être avec, on a présenté le rapport UCRA très officiel, très scientifique de l'Agence européenne pour l'environnement, pas des zigomards, qui montre l'exposition au risque climatique. C'est catastrophique, hein. Je veux dire, c'est catastrophique. Ça veut dire que même nos systèmes sociaux et économiques ont un risque d'effondrement. Il faut se rendre compte de ce dont on parle, en fait. C'est pas juste quelques petits oiseaux en moins ou de temps en temps une grosse pluie, hein. C'est pas ça dont on parle. On parle même de notre production alimentaire, de notre production industrielle, etc. C'est tout ça qui est en danger si on réagit pas. Donc, à notre niveau, il faut se préparer. À notre niveau, la qualité de l'air, on a pu voir aussi que la qualité de l'air dans certains endroits de Bruxelles a pu diminuer suite à certaines mesures. S'améliorer. Ouais. Donc, ça peut quand même avoir un impact. Mais continue. Oui, donc je comprends l'idée et dans le fond, on est tous conscients aujourd'hui que l'écologie a une importance. Maintenant, si on prend juste des chiffres, l'objectif est en 2050 d'améliorer le parc immobilier complet en Belgique. On parle de plus de 5 millions de logements. Si on compte, et c'est un calcul mathématique, plus ou moins 30 000 euros de travaux par logement pour atteindre cet objectif PEB qui est, pour certains bâtiments, inatteignable. Ou alors il faut les abattre et reconstruire, parce qu'il y a certaines choses où on ne pourra pas atteindre ces prix-là. Le coût écologique de la reconstruction, de la rénovation, est-ce qu'il a été calculé? Parce qu'il y a un impact aujourd'hui de la qualité du bâti, mais qu'est-ce que ça va générer comme transport en camion, comme déchets, ça aussi c'est à prendre en compte. Et juste dire, maintenant c'est très bien, mais qu'est-ce que ça a coûté comme travaux pour réaliser ça? Et donc, l'idée est bonne, mais je pense que la mise en place est impossible. Financièrement, les primes ne sont pas possibles parce que si on fait rapidement le calcul, on va tourner aux alentours des 35 milliards de travaux sur les 25 années qui viennent. Si vous ne payez ne fût-ce que 10% de primes pour tous ces gens, on parle de plus de 3 milliards. 3 milliards, il faut les sortir en primes. Hein. Ça fait un demi-métro. Ouais, mais c'est ça. En plus, à un moment donné, on ne sait pas additionner indéfiniment des aides et des primes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le drame écologique, c'est qu'il y a plein de propriétaires, le drame humain derrière, parce que nous, on pense toujours aux générations futures. C'est très bien. Maintenant, on le sait très bien, le Belge est très égoïste et égocentré. Hein, il pense à lui d'abord, et donc il peut y avoir des drames humains si on oblige des propriétaires qui ont acheté leurs biens pour assurer leur épargne pension et qu'on dit tiens, toi tu es obligé de rénover. Dis mais moi je sais pas rénover. Ben tant pis, tu as une amende. Ou on va t'exproprier parce que tu respectes plus les trucs. Je ne sais pas quelles sont vos mesures pour obliger quelqu'un qui n'a pas les moyens à rénover son bâti. Justement, on va parler des mesures. On va parler des mesures, il y en a plusieurs. C'est compliqué parce qu'il peut y avoir le drame humain qui est beaucoup plus grave que le drame écologique d'abord. Donc, première chose, impossible. Ça, je pense que c'est vraiment trop dire. Que ce soit compliqué, ça oui. Maintenant, ces objectifs-là, ils valent pour Bruxelles, mais ils valent pour l'ensemble de l'Europe. Et pour d'autres pays en dehors de l'Europe aussi. Donc on va y arriver tous ensemble. La question, c'est comment? Ce que nous, on a mis en place dans le cadre de Rénolution, c'est mettre tout le monde autour de la table. Des administrations, le privé, avec entre autres la Fédération de la construction, etc., les représentants de propriétaires, les représentants de locataires, les patrons, les syndicats, etc. Tout le monde est dans Rénolution. Et on essaye de lever les freins. Il y a plein de freins. Il faut simplifier l'urbanisme.
Je veux dire, les règles urbanistiques sont trop complexes et parfois on dit aux gens, vous devez rénover, et puis on les embête urbanistiquement. Donc voilà, la réforme du règlement régional d'urbanisme, en tout cas sur ces aspects-là, nous convenait complètement. Donc j'espère qu'on va aboutir rapidement. Sur le coup, les maisons, vous le savez, puisque vous êtes un professionnel de l'immobilier, elles sont de toute façon rénovées tous les 20-30 ans. On rénove automatiquement tous les 20-30 ans de manière importante des maisons, en gros. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder le net, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de rénovations qui étaient prévues, mais on va les orienter un peu autrement. C'est pas des coûts supplémentaires par rapport à la vie habituelle et au rythme habituel de rénovation de l'immobilier. Je dis, moi, quand j'ai acheté des maisons, je les ai rénovées, et c'est normal, elles étaient un peu dans leur jus, elles avaient besoin d'un cycle de rénovation supplémentaire. Et tous les 20-30 ans, toutes les maisons, parfois 40 ans, ont une rénovation plus ou moins importante, parfois très lourde qui est là. Donc ça, c'est déjà le cas maintenant. On doit trouver aussi de la main-d'œuvre et tout et tout. Pour soutenir et pour aider les gens, d'abord, il s'agit de prendre personne, évidemment, au dépourvu. On doit aider et fournir des solutions pour tout le monde. Il est prévu, dans le cadre des obligations de rénovation du bâti, que si une personne peut démontrer qu'elle a été en incapacité de rénover et que les pouvoirs publics ont été dans l'incapacité de l'aider, elle sera soustraite à l'obligation. Il y a des dérogations qui sont prévues à l'obligation de rénovation. Parce que c'est vrai, il y a des obligations de rénovation pour les passoires énergétiques d'ici 10 ans et pour les autres d'ici 20 ans ou d'ici 2050. Donc il y a un certain nombre de dispenses qui sont prévues si vous pouvez démontrer que vous êtes dans l'incapacité. Maintenant, le vrai enjeu, c'est d'aider les gens. Si on regarde les personnes âgées, même comme moi, c'est-à-dire vraiment encore jeune, mais néanmoins, accéder à un crédit hypothécaire, ça devient de plus en plus compliqué. Ou comme toi. Ah. Je veux dire, non mais c'est vrai. Attention à ce que tu dis. Toi. Moi, c'est parce que j'ai appris que tu étais un peu plus vieux. Non, mais l'émission. Je me permets. D'ailleurs, petite parenthèse, les banques s'adaptent parce qu'on peut emprunter maintenant, ce qui est une surprise pour moi assez récente, jusque presque 70 ans. On travaille avec les banques. Dans l'Alliance Rénolution, il y a aussi le secteur financier parce que l'accès au crédit est évidemment important. Mais donc, on travaille par exemple sur les prêts à remboursement différé. On commence à faire des tests. Un prêt à remboursement différé, c'est quoi? Vous empruntez pour rénover et vous ne remboursez le capital qu'au moment de la mutation, c'est-à-dire quand vous revendez ou à la limite au moment d'une succession après. Donc, ça permet de l'accès au crédit, y compris pour les personnes plus âgées. Il faut des modifications de la loi fédérale sur le crédit. Elles sont en cours de réflexion au niveau fédéral. Ça arrivera. Et au niveau régional, on veut mettre ça en œuvre. On travaille aussi de manière expérimentale déjà sur quelques projets en démembrement. On démembre, le public achète le sol et reste propriétaire du sol. Donc ça n'a pas d'impact en termes de dette, puisqu'on a un capital qui est sous forme de sol. Et avec cet argent-là, on le donne pour rénover les propriétaires des briques, c'est-à-dire le propriétaire du bâtiment au-dessus. Ce type de projet est en cours de réalisation. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit lancer de la créativité partout. Pour y arriver, il ne s'agit pas d'être là, waouh, les gars, c'est compliqué, c'est difficile. C'est vrai, c'est compliqué, c'est difficile. Mais en fait, à chacun des problèmes, il y a des chemins de solution. Je ne dis pas que les solutions sont aisées. Il y a évidemment des problèmes qui peuvent se poser. Mais on est déjà en train de mettre en place tous les systèmes pour essayer de faire en sorte que les gens aient bien accès à l'aide et au soutien pour rénover leurs biens. Il est évident qu'on ne va pas commencer à mettre des gens dehors de leur logement. Ça n'est pas possible. On ne peut pas. Le droit au logement, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est le droit à un logement qui soit sain et qui soit énergétiquement performant. C'est ça le droit qu'on doit assurer pour tout le monde et c'est ça qu'on met progressivement en place. Eric, dans un instant, tu vas réagir. Juste une question encore sur les primes. On dit souvent que les primes, finalement, c'est intéressant, mais c'est les plus riches qui en profitent parce qu'il faut pouvoir avancer l'argent et puis on les récupère. Est-ce que les primes, est-ce que c'est le meilleur moyen de pouvoir redistribuer cet argent et aider ceux qui en ont le plus besoin? Est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle plus efficace, qui pourrait être plus efficace que les primes? Mais on fait plein d'autres modèles. Ouais. Donc, il y a les prêts du Fonds du logement aussi et les prêts éco-réno, pour certains publics où là, le Fonds du logement vous avance l'argent pour rénover. Il y a évidemment les systèmes de tiers investisseurs aussi, qui commencent aussi à être testés, qui existent par exemple si vous placez des panneaux solaires. La plupart des panneaux solaires qui sont installés à Bruxelles, ce sont des tiers investisseurs. C'est une société privée qui investit pour votre compte, elle se rembourse sur les certificats verts, vous faites les économies d'énergie. Ce type de modèle, oui, et donc on veut mettre ça en tout cas dans le cadre de la rénovation par quartier, parce que pour booster la rénovation de Bruxelles, le plus simple c'est d'agir par quartier. Donc on est en train de tester ça dans des quartiers Anderlecht, ailleurs, avec un permis d'urbanisme unique pour plusieurs maisons, avec un entrepreneur unique pour plusieurs maisons, etc., etc. Et là, effectivement, la mise en place de tiers investisseurs, donc des véhicules financiers privés ou publics, ou les deux ensemble, qui investissent pour vous. Et on veut lancer aussi des bons d'État
au niveau fédéral, ça pour le coup, qui irait dans un fonds avec un rendement et cet argent-là utilisé aussi pour l'investissement de rénovation. Donc bien entendu, c'est une palette de solutions. Les primes, ça c'est mais est-ce que ça a du sens encore de donner cet argent à des gens qui peut-être sans les primes auraient tout de même rénové et plutôt garder cet argent pour aller le mettre ailleurs pour Alors, les gens qu'on fait sur les primes, je pense que les primes sont importantes. Elles fonctionnent quand même bien. De plus en plus de gens les ont utilisées. On a augmenté ces budgets. Elles sont plus importantes pour les revenus les plus faibles. Il y a quand même une gradation. Si vous êtes riche, vous avez des primes moins élevées que si vous n'êtes pas riche. Ça, c'est clair. Par ailleurs, elles permettent d'orienter les choses. C'est-à-dire de dire, vous avez une prime supplémentaire si vous utilisez des matériaux biosourcés pour rénover. Par exemple. Si vous êtes dans des logiques d'économie circulaire, etc., un entrepreneur qui fait de l'économie circulaire, donc de la réutilisation de matériaux et tout dans le cadre de votre projet de rénovation, vous allez avoir une prime plus importante. C'est-à-dire que les primes, de plus en plus, elles doivent aller dans cette direction-là pour avoir les comportements les plus vertueux et orienter les gens et rendre accessibles, en fait, les produits, les matériaux ou les types de rénovation qui ont le plus de sens. La rénovation par quartier, je pense que vous voulez réagir. On en a parlé aussi avec d'autres partis politiques. Oui, alors avant ça, peut-être réagir sur ce qu'Alain vient de dire. Concernant la rénovation, d'abord, une rénovation tous les 20 ou 30 ans, oui, en théorie. Maintenant, il y a une différence entre donner un coup de peinture ou changer une salle de bain ou une cuisine. J'espère que vous ne repeignez pas tous les 30 ans seulement. Oui, j'y vais progressivement. Isoler la façade arrière, isoler la façade avant, demander un permis d'urbanisme, isoler le toit. Et en fait, finalement, la grande frustration des gens qui doivent faire ça. Moi, préalablement à ça, je suis d'accord sur l'aspect vertueux et la nécessité de le faire. Je suis aussi d'accord sur le fait que c'est impossible d'y arriver, mais c'est pas parce que c'est impossible d'y arriver dans les délais impartis qu'on ne doit pas le faire et qu'on va avoir plein d'obstacles et qu'il faut essayer quand même d'avancer. Donc là, on est sur le postulat de base, on est tout à fait d'accord. Concernant ces rénovations au niveau énergie, quand vous changez votre salle de bain ou vous repeignez un étage, vous voyez la différence, c'est chouette. Quand vous isolez votre maison, vous avez mis un panneau d'isolant, vous avez changé un truc d'isolant sur le toit, super, so what. Et ces gens... So what, votre facture diminue. Okay. So what, vous allez avoir une diminution substantielle de votre facture d'énergie. Ouais, alors, donc on va y aller. C'est pas rien. On va y aller calmement. Ça, on part alors sur le tiers investisseur. Ce calcul, moi j'ai deux passions. Les médias et les maths. Et le paddle. Hein, et le paddle. Et le paddle, mais j'ai mal mon cou. Donc, on en a parlé. Voilà. Non, mais donc, on avait fait le petit calcul. Si on compte une rénovation de 60 000 €, 60 000 €, c'est pas énorme, hein, et qu'on dit, parce que l'idée, c'est le tiers investisseur qui paye, et donc on rembourse en fait sur base des économies d'énergie. Si on économise 100 € par mois ou 200 € par mois, et il faut quand même qu'il y ait quelque chose dans le portefeuille de la personne qui a fait ses travaux. Donc on va dire 50% de l'économie est consacrée à ça. Il faut 50 ans pour rembourser l'investissement. Et donc nous ne disons pas qu'on mise uniquement sur les tiers investisseurs. Hein. Non, comme je vous l'ai dit, on met en place un panel complet de solutions. Hein. Quand je parle de prêts à remboursement différé, de prêts à taux zéro pour préfinancer, etc., on n'est pas dans du tiers investissement. Il faut multiplier les panels de solutions en fait. Il n'y a pas une solution magique. J'entends d'autres partis qui disent on va faire ça, une grande société publique qui va. Mais donc ça ne marchera pas. Ça. Non, ça ne marchera pas. C'est sûr. Il faut un panel de solutions. La société et la problématique, elle est complexe. On ne résoudra pas ces problèmes à coup de slogans ou de solutions qui sont simples. Donc ce que nous proposons, c'est des panels de solutions. On mise sur l'accès au crédit, sur le tiers investissement, sur les primes, sur la simplification urbanistique. C'est si on fait l'ensemble qu'on y arrivera. Et du reste, si je vous avais dit en 2005 que 20 ans plus tard, la consommation énergétique du bâti bruxellois aurait diminué de 50%. Est-ce que vous auriez trouvé ça crédible ? Ah, j'étais trop jeune pour répondre à la question. Mais moi, je pense pas, en fait. Et en fait, on y est, en fait. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre du bâti en 2022 par rapport à 2005, c'est moins 50%. Ce qui nous permet d'atteindre globalement au niveau de la région 30% sur l'ensemble des émissions. J'aimerais bien. C'est ça la réalité. Monsieur Marron, c'est ça qui s'est passé. Je vais juste demander au réalisateur de faire un plan serré dans le montage sur les visages de Ken et de Eric au moment
ou Monsieur Baron, parce que c'était légendaire. On mettra ça sur Instagram. On mettra ça sur Instagram dans les reels. Okay. Non, mais voilà, le temps passe. On doit clôturer malheureusement cette question qui il parle beaucoup, hein. Mais il parle bien, et il faut le dire. Vous m'avez dit que Georges Louis parlait beaucoup, donc ça m'a complètement stimulé. J'avais mangé mon pain noir avec Georges Louis, boum, on m'en remet une dose, quoi. Donc, je vais vous demander de concision, concision. Non, mais c'est très bien. Je vous demande de revoir. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Je connais bien et qui me passionne. On sent qu'il est au taquet. Et ça va continuer parce que les autres mesures aussi sont liées de près ou de très près même à cette première mesure. Les amis, vous corrigez votre note ou pas? Vous restez sur 2 et 3. 3, moi je reste sur 3. Ken n'a pas été convaincu par la batterie de mesures pour soutenir mais non, mais tout le monde est conscient qu'il faut. Enfin, je pense que tout le monde est conscient, sauf certains qui ne sont pas encore assez âgés. Je suis conscient. Non, mais tout le monde est conscient qu'il faut le faire. Moi, quand j'aurai ton âge, en fait, je l'ai déjà. Donc, tu l'as dépassé. Ouais, je l'ai même dépassé. C'était quand j'avais ton âge. Voilà. Donc j'étais encore. Moi, je m'améliore ici au fil du temps. Non, mais on est conscient qu'il faut le faire. C'est simplement. Et je suis content d'entendre que c'est pas des slogans. On rase gratis. Il suffit de Yaka. On avait Georges Louis pour ne pas nommer qui disait pour trouver de l'argent, on est à 65% de taux d'emploi. Il suffit de passer à 80. C'est pas aussi simple que ça. Et ça, je rends hommage au fait que il a dit plusieurs fois que c'était très compliqué, mais qu'il fallait essayer de mettre en place une série de pistes. Alors moi, j'ai une question rapide pour vous, s'il vous plaît. Oui. Parce que vous dites, on a eu plusieurs parties déjà ici sur le plateau avec des mesures différentes. Aujourd'hui, on parle d'une batterie de mesures et vous n'êtes pas encore convaincu pour aller chercher le 4 et le 5. Comment vous feriez, vous, si vous étiez ministre? Quelle est la mesure que vous metteriez en place pour justement atteindre cet objectif et rénover? Vous feriez quoi? Moi, je laisserais beaucoup plus de liberté au marché parce que, comme tu l'as dit, je pense que c'est même plus court que ça. Tous les 20 à 30 ans, des bâtiments sont rénovés. En fait, en moyenne, on vend tous les 7 ans. Donc tous les 7 ans, il y a un changement de propriétaire. Aujourd'hui, quand moi j'achète de l'investissement, je le rénove automatiquement. Juste, même pas dans un souci de me dire c'est écologique, dans un souci de qualité de vie pour mon locataire. Parce que le locataire qui vit dans quelque chose d'agréable, il paye plus cher. Et donc automatiquement, si on laisse faire le marché, et ça c'est mon côté libéral qui parle, je pense que le marché aujourd'hui, et on peut lire dans tous les programmes électoraux, tous les partis ont un point écolo. Tout le monde est conscient qu'on doit faire quelque chose pour améliorer notre empreinte écologique, et même si, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut à l'échelle de la planète entière. Mais moi, je laisserais faire les gens, et chaque fois qu'il y a un propriétaire qui change, chaque fois qu'on rentre un permis à la commune pour modifier et faire une nouvelle construction, là, on peut mettre des règles à respecter pour avoir un PEB adéquat à ce moment-là. Quand on rentre un permis, quand on fait une nouvelle construction, quand on change de propriétaire, on pourrait obliger les banques à dire, voilà, quel est ton PEB aujourd'hui ? Tu peux l'acheter, mais tu es obligé de faire une rénovation. Oui, parce que j'allais te dire, aujourd'hui, si tu regardes Bruxelles, tu as des logements dans des états qui sont quand même... 50% sont des passoires énergétiques à Bruxelles. Donc le marché n'a pas... Ce que tu dis n'est pas nécessairement contradictoire, c'est même plutôt encourageant. Tu dis en fait, même le cycle de rénovation, il est un peu plus rapide, puisqu'effectivement, des cycles de 7 ans, etc. Évidemment que quand je dis qu'on a atteint déjà des objectifs importants en termes de rénovation du bâti à Bruxelles, certes, il y a déjà des normes, etc. sur le neuf, mais c'est essentiellement la volonté des propriétaires qui a fait qu'on arrive au résultat d'aujourd'hui, en fait. Je veux dire, alors c'est vrai, il y a du soutien, il y a des primes, il y a plein de choses qui se passent, mais voilà, on n'avait pas du PEB obligatoire jusqu'à présent. Or, on a déjà amélioré de manière significative ces 20 dernières années l'état du logement à Bruxelles. Et donc, ça, on en est bien conscient, je l'ai dit moi-même. Les gens sont conscients en général de le faire. Et donc, l'imposer n'est plus... Vous savez ce qu'on fait? On essaye de faire ce qu'on appelle une voiture balai. C'est-à-dire que si on instaure une obligation de PEB et une interdiction des passoires énergétiques, c'est pour ramener, parce que tous les logements qui n'ont pas été couverts. Sinon, on va avoir des chouettes logements pour celles et ceux qui ont de l'argent, qui auront un PEB et un niveau de confort qui soit OK. Et puis, on aura encore des logements pourris, en fait, qui sont loués trop cher. Et ça n'est pas acceptable. Cette tranche de logements-là, qui représente, je sais pas, 20-30% du marché, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on doit aussi les ramener. On doit aussi faire un saut qualitatif en termes de confort et de salubrité, mais aussi un saut qualitatif en termes d'énergie. Eric, rapidement, ce qu'on doit vraiment passer à la suite. Je peux en placer une? Oui. Donc, non. Moi, je crois que si on laisse travailler le marché va chercher le profit. Ce que le marché fait souvent. Donc, certains dont
allez, on va avoir une mentalité, moi par exemple, je me dis qu'il y a cette composante et qu'il faut en tenir compte, mais pas tout le monde va faire ça. Va finir premièrement. Par Deuxièmement, on n'y est pas encore. Non, mais ne le provoque pas. Non, mais c'est trop tard, il vient de le faire. Non, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est pas parce qu'on a une fibre écologique ou parce qu'on ne vote pas écolo qu'on n'a pas une fibre écologique. Et je pense que c'est pas incompatible avec l'aspect social, avec l'aspect libéral. Moi, je comprends pas cet aspect gauche-droite. Voilà, on peut avoir des mix en 2024. Mais je reviens à mon propos. Donc, il faut éviter de laisser le marché faire tout seul parce que dans le système américain, je suis pas persuadé qu'ils ont l'écologie et la rénovation des bâtiments chevillés au corps. Donc, il faut inciter. Moi, je trouve que l'idée d'un fonds, d'un emprunt d'État avec un rendement, etc., pour les épargnants, plutôt que d'avoir un livret d'épargne à 1,5%, à 2-3% pour lever des fonds pour rénover le bâti, c'est une idée intéressante. Et je crois aussi qu'il y a une énorme simplification à mettre en place au niveau de l'urbanisme. Et des règles urbanistiques, parce que des maisons de maître avec des pierres bleues, de la pierre bleue et des machins, je veux dire, aller taper des panneaux d'isolant là-devant, va falloir me montrer comment on va faire. Mais donc, voilà, il y a une série de choses à mettre en place aussi, je crois, au niveau urbanistique, et il faut que les pouvoirs publics jouent un rôle et limitent l'aspect punitif. On va avancer et attaquer la deuxième mesure qui me paraît être intéressante. Alors, la deuxième mesure, Monsieur Marron, c'est garantir l'accessibilité au logement et à la propriété. Est-ce qu'on peut juste se focaliser 2 secondes sur garantir l'accessibilité à la propriété? Parce que c'est vrai que dans le programme, l'accessibilité au logement, on pourrait partir dans tous les sens, mais peut-être 2 secondes focaliser sur l'accès à la propriété, si c'est OK pour vous. Ouais, on peut le faire. OK pour toi. Je vais sur le vous et le tu tout au long de l'émission. Donc voilà, donc c'est la deuxième mesure, je vous laisse la développer. Comme ça, après, ils peuvent mettre une petite note. Alors, je comptais pas spécialement partir là-dessus, mais on peut y aller. J'en ai déjà touché un mot tout à l'heure. Bon, d'abord, sur l'accès à la propriété, c'est clair que c'est important de garantir l'accès au crédit. On voit bien que avec les banques, quand même, voilà, c'est de plus en plus compliqué. Donc, c'est amplifier la politique du Fonds du logement là-dessus. Ça fonctionne quand même vraiment particulièrement bien. Et parfois, ça a fonctionné un peu trop bien. Le Fonds du logement s'est retrouvé un peu dans l'incapacité de faire des prêts. Ça ne peut plus arriver. Celles et ceux qui veulent devenir propriétaires d'un logement, surtout par exemple des jeunes qui décident d'investir, qui sont pas propriétaires, qui n'ont pas des parents derrière eux qui peuvent mettre des sommes importantes, on doit vraiment les aider, les soutenir s'ils désirent devenir propriétaires. Donc, continuer en tout cas cette politique du Fonds du logement, c'est important. Il y a l'aspect fiscal, on l'a dit. Pour nous, la fiscalité, elle doit être orientée aussi pour les aider à acquérir un logement et un logement qui soit efficace d'un point de vue énergétique, parce que sinon, ils vont se retrouver coincés, vont acquérir une passoire énergétique, puis vont devoir faire des travaux et faire face là à des difficultés pour sortir l'argent pour faire les travaux. Donc là aussi, de la TVA réduite, notamment sur les matériaux de rénovation ou les techniques de rénovation qui sont les plus durables possibles, et on y travaille beaucoup à Bruxelles, avec la Fédération de la construction, avec les secteurs. Je permets de le dire, moi quand je vais à des événements Build Circular, donc ça, c'est vraiment avec le privé, il y a des dizaines d'entrepreneurs, d'entrepreneurs du bâtiment, je veux dire, des dizaines d'entrepreneurs qui reçoivent des prix Build Circular parce qu'ils incluent la circularité. Bon, c'est un autre, voilà. Donc ce trend-là, il est parti, moins de déchets dans ce que vous en parliez tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une véritable question parce que la moitié de notre quantité de déchets, c'est le bâtiment à Bruxelles. Donc il y a un gros enjeu à ce niveau-là. Donc c'est continuer dans cette direction. Après, c'est vrai que ce qu'on veut faire, c'est continuer à donner des primes aussi. Si un logement est mis en location, mais donc ça, c'est pas pour les propriétaires occupants, c'est conventionner avec les propriétaires en question. C'est-à-dire, vous recevez un soutien d'autant plus important du pouvoir public pour vous aider à rénover que vous respectez des grilles de loyer. Parce que sinon, on risque d'avoir des spirales inflatoires sur l'immobilier et qui va toucher tout le monde, parce que ça va toucher le locatif et puis en corollaire, ça va aussi toucher l'acquisitif. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même d'une manière ou l'autre refroidir ce marché. Ça ne veut pas dire le faire s'effondrer, mais ça veut dire, pour le moment, il y a un décrochage important, c'est vrai, entre l'augmentation des salaires ou des revenus des gens et l'augmentation du coût du logement, qu'il soit locatif ou qu'il soit acquisitif. À un moment, il n'y a rien à faire, il y a des systèmes régulatoires qui doivent arriver à mettre les choses en parallèle. Grille des loyers contraignantes, on va pas évaluer ça. J'ai pas parlé de grille de loyer contraignante. Pour nous, ce qui a été mis en place sous ce gouvernement
et qui doit continuer à être mis en place, c'est vraiment la lutte contre les loyers abusifs. Et là, effectivement, on peut avoir des aspects plus contraignants. Parce qu'il y a toute une partie du marché où le loyer est notoirement abusif au regard de la qualité du bien. Moi, que des gens mettent 2 000 ou 3 000 euros de location pour un logement super haut de gamme, avec vue sur la forêt de Soignes, une piscine en bas, etc., ça m'est égal. C'est très bien. C'est des logements hyper qualitatifs. Les gens qui ont de l'argent peuvent payer cher. C'est pas ça le problème, en fait. Le vrai problème, c'est qu'on doit mettre 1 000 euros pour un logement insalubre et pourri, insuffisamment de lumière, avec de l'humidité partout, etc. C'est à ça qu'on doit s'attaquer et avoir des instruments qui attaquent cette partie-là. Sur l'accès à la propriété, rapidement, pour que vous puissiez noter rapidement, sur les droits d'enregistrement, rapidement, vous faites quelque chose ou vous les laissez à ce niveau-là? Non, sur les droits d'enregistrement, ce qu'on a déjà fait sous la législature et qu'on peut amplifier et qu'on doit amplifier, et on a eu un accord avec le ministre Gatz pour le faire dès maintenant, c'est un abattement supplémentaire pour celles et ceux qui s'engagent à rénover dans un délai donné. Okay. Et c'est un soutien fiscal supplémentaire pour financer la rénovation du bâti, en fait. La rénovation énergétique du bâti. Donc ça, oui, on veut continuer à aller dans cette direction. Sur le précompte, vous faites quelque chose ou pas? Alors, sur le précompte, c'est plus compliqué. Le problème du précompte, c'est que pour le moment, sa base, vous le savez, c'est le revenu cadastral. C'est là-dessus. Qui ne veut rien dire. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et donc, c'est beaucoup d'injustice, le revenu cadastral, parce que parfois, 2 maisons qui sont côte à côte, plus ou moins similaires, elles ont des revenus cadastraux complètement différents de l'une à l'autre. C'est une injustice fiscale qui est importante. Donc, notre idée, c'est progressivement de remplacer comme base imposable le revenu cadastral par des éléments plus tangibles. Par exemple, la valeur vénale effective du bien qu'on connaît au moment d'une mutation. Dès qu'il y a une mutation, quel que soit le type de mutation, on connaît la valeur vénale du bien. À partir de ce moment-là, on a une base fiscale qui est plus juste. Je le dis aussi, notre objectif n'est pas d'augmenter la charge fiscale globale sur l'immobilier. Ce n'est pas comme ça que nous finançons nos mesures par ailleurs. Il n'y a pas d'augmentation pour nous, il ne doit pas y avoir d'augmentation de la charge fiscale globale. Par contre, il doit y avoir une réorientation et plus de justice fiscale par rapport à cela. Beaucoup de sujets, mais je vais vous demander d'évaluer surtout les mesures qui sont liées à l'accès à la propriété. Quelle note vous donnez? On a un 4 sur 5 des deux côtés, convaincant. C'est beau. Monsieur Marron, c'est pas mal. Un peu de rattrapage par rapport à la note précédente. À la note précédente. Moi, j'ai acheté mon premier bien grâce au fonds du logement. Donc, je ne peux que conseiller aux gens de le faire. Et tu craches dans la soupe maintenant, toi? Je crache pas dans la soupe. T'as l'argent immobilier de retour, quoi. Attends, quoi. Le fonds du logement, c'est une aide précieuse. Moi, j'ai acheté mon premier bien quand j'avais 23 ans. Et donc félicitations. Il avait des cheveux. Mais je n'aurais pas su le faire sans le fonds du logement. Donc j'ai pu y arriver. J'ai acheté une croûte à l'époque que j'ai retapée. Le fonds du logement a financé. En fait, j'ai dû apporter 10 000 euros pour une transaction à 180 000 euros, tout frais travaux compris. Donc, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et donc ça, j'ai pu le faire grâce au fonds du logement à des taux très intéressants. Et quand j'ai mieux gagné ma vie, j'ai pu refinancer mon crédit dans une autre banque pour être libre de toutes les obligations qui sont liées au fonds du logement. Mais pour commencer, c'est très bien. Après, oui, ça vous a mis le pied à l'étrier. Clairement. Et là, on a déjà abordé dans d'autres podcasts, de dire aux gens, soyez un petit peu moins exigeants avec votre achat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'accèdent pas à la propriété parce qu'ils veulent directement un appartement 3 chambres, une maison. À un moment donné, il faut rester aussi... Il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est réellement. Il faut rester réaliste. Ouais. Donc oui, non, fonds du logement, très bien. Et le reste, c'était pas mal aussi. Eric, tu veux réagir par rapport aux mesures? Très rapidement. Pardon. Simplement, je pense qu'un enjeu de société, c'est l'acquisition à la propriété. C'est pas juste être propriétaire de son bien. Un jeune qui est propriétaire, je pense, enfin un jeune, il y a une énorme difficulté aujourd'hui, tu l'as dit, si on n'a pas la famille derrière qui donne une petite dringuelle, voilà, si on n'a pas une grosse dringuelle maintenant, d'autant que les banques prêtent moins, ça coûte plus cher, etc. Bon, donc ça, on est tout à fait d'accord. Mais je pense que être propriétaire, je veux dire, ça met aussi les gens dans un autre mindset. On parle de plus en plus des tanguis, des jeunes adultes qui restent chez eux, chez leurs parents beaucoup plus longtemps. Mais moi, j'entends aussi beaucoup de jeunes qui souhaitent encore, qui ont encore cette brique dans le ventre. On dit c'est moi la génération maintenant. Bah, c'est pas tout à fait vrai. Et donc, moi, je pense que vraiment, ça responsabilise aussi au niveau de l'entretien
d'un bien. Je veux dire, si on est propriétaire d'un bien, on va l'entretenir différemment que si on est locataire. Et il y a toute une série d'effets collatéraux, je pense, vertueux, qui font que ça peut aussi faire évoluer la société dans son ensemble, dans la bonne direction, si on aide ça. Donc, très bonne mesure, oui. J'ai écouté un chouette podcast de nos amis de chez WeInvest avec un chiffre qui m'a interpellé. Bientôt le mien aussi. Oui, qui arrivera prochainement. Je suis tombé sur un chiffre qui était assez interpellant. 60% finalement, il y a 60% de locataires à Bruxelles. Oui. Donc Bruxelles est un marché de locataires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de propriétaires à Bruxelles? Pourquoi il y a si peu de propriétaires à Bruxelles selon vous? Monsieur le ministre, si vous avez une explication. Alors c'est quand même assez typique des grandes villes. Il y a aussi un taux de rotation important. Hein. Si vous regardez commune par commune, en fait, le nombre d'entrants et sortants annuellement, dans certaines communes, les communes les plus centrales, c'est énorme. Donc ça, c'est un aspect. Les gens viennent et ne restent pas nécessairement et ne souhaitent pas nécessairement rester au même endroit. Puis ils commencent par petit, ils pensent pas nécessairement acheter, ils louent d'abord un studio, une chambre, puis ils ont besoin de plus grand, où ils veulent un jardin, un espace extérieur, et voilà. Donc ça, c'est un élément et un facteur. L'autre, c'est le pourcentage de familles monoparentales ou de personnes seules. On est, et de plus en plus c'est le cas dans les grandes villes, le modèle couple avec enfant est un modèle minoritaire. Démographiquement, sociologiquement, la plupart des Bruxelloises et des Bruxellois, et de plus en plus, sont soit célibataires, soit des familles monoparentales. Il n'y a pas de jugement de valeur là derrière, c'est la réalité de la société. C'est comme ça, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, ça induit des choses. C'est sûr que la location, elle a comme vertu la souplesse. C'est plus simple de changer, de déménager si on est locataire que si on est propriétaire, qu'on doit revendre ou acheter autre chose. Donc, il y a des facteurs sociologiques qui jouent. Puis, évidemment, la question du prix. Une question financière. Ouais, c'est-à-dire que sur les 60%, il n'y a pas 60% qui souhaiteraient être propriétaires. Mais il y en a qui souhaiteraient l'être, et à mon avis, une partie non négligeable, mais qui simplement n'a pas les moyens aujourd'hui de le devenir. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler. Le lissage des droits d'enregistrement dans le temps, c'est une mesure des engagés. C'est quelque chose sur lequel vous pourriez être OK? Moi, je comprends pas les mesures des engagés en général. non, c'est vrai, il y en a plein, je comprends pas ce qu'ils veulent. Parce que le lissage, vous trouviez ça une bonne idée. Très, très sérieusement, mais c'est quoi le lissage? Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils voudraient, pour diminuer le budget acquisition, donc il y a plus ou moins 15-20%, dépendant de frais en plus du montant du prix, du prix d'achat, ben, ils se disent, les droits d'enregistrement, on pourrait imaginer les lisser sur la durée du crédit, ce qui conviendrait un peu à contre, parce que j'ai un peu gratté, Maxime Prévost, ça conviendrait à contraindre les banques de prêter plus, de repartir sur du 120%. Voilà. Donc, si on ne cible pas des réductions de droits d'enregistrement, que ce soit des réductions en one shot, par un abattement one shot, ou un abattement ciblé, enfin un abonnement lissé dans le temps, si on cible pas sur des publics, directement ça augmente les prix. C'est clair, une bonne partie de cet abattement-là, il va directement dans l'augmentation du prix. Quand vous achetez une maison, je l'ai fait aussi, vous avez votre petit tableur. Vous essayez de calculer jusqu'où vous pouvez aller au regard de différents paramètres et au regard de ce que vous pourrez rembourser après tous les mois. Exactement, la remarque que j'avais faite à... Si la fiscalité diminue, ce qui est bien, vous pouvez aller plus haut dans le prix d'achat. Ça risque de créer une inflation dans les... C'est évident. Tout le monde, c'est complètement démontré. Ça fout la trouille, je suis d'accord avec Écolo. Un abattement non ciblé, indifférencié, il a d'abord un impact négatif sur le prix. Il tend, et y compris si vous le lissez dans le temps. Okay. Je pense que c'est une mauvaise idée. Par contre, de l'abattement ciblé sur des jeunes ménages, en échange du fait de rester, ou en échange d'une rénovation énergétique, etc. Ça a du sens. Ouais. Mais donc, il ne faut pas le lisser dans le temps comme il le propose. Il faut le cibler pour que ce soit efficace. Un modèle qui est d'application en Espagne. On l'a découvert avec un épisode qui est à découvrir sur notre chaîne YouTube sur Investir en Espagne, où on a vu que alors chez nous, c'est les droits d'enregistrement, mais chez eux, c'est le TIP, quelque chose comme ça. Ben, on voit qu'il peut varier de 1% à 10% en fonction de si on est une famille monoparentale, etc. Donc, on pourrait aussi effectivement avoir des mesures plus ciblées pour faciliter l'accès à la propriété. J'aime beaucoup le débat en ce moment dans cette émission. Vous réagissez en commentaire de cette vidéo et sur WhatsApp, le numéro s'affiche ici en dessous. C'est de la magie, c'est de la technologie. On continue les amis, on attaque la troisième proposition. Le temps avance à une vitesse. J'espère que vous aurez l'occasion de faire votre petit dossier. Oui, j'espère aussi. Sur la ville de demain, on va en parler dans un instant. On bosse et puis on peut plus faire son dossier, quoi. On se demande où va le monde. Une troisième mesure. Monsieur Marron, une troisième mesure.
importante. Alors, ce que je vais te proposer, puisque vous voulez parler de la ville de demain, on peut déjà faire une troisième mesure dans cette direction. Ok. Allez. Donc je vais vous faire une mesure provocatrice. On me signale juste qu'il y a une Rolex, que c'est celle d'Eric sûrement, qui tape sur la table régulièrement. Faites attention. Ça vaut beaucoup d'argent. J'ai 50 ans, j'ai raté ma vie. Désolé, monsieur Marron. Pas de souci. Donc comme ça vous voit une transition et puis moi je me permets de faire un peu de provocation aussi. Et d'animer un peu le débat. On a vraiment des conflits d'usage par rapport au territoire à Bruxelles. Le territoire de Bruxelles, il est circonscrit dans les 19 communes. Bon, on doit continuer à densifier la ville. Alors, les projections démographiques sont assez stables, donc on va plus avoir d'augmentation de population comme on l'a eu ces 10 ou 20 dernières années. Ça va se stabiliser. Néanmoins, par contre, je viens de vous le dire, plus en plus de familles monoparentales, de couples qui divorcent, qui se séparent, etc., etc. Donc, il y a quand même besoin de logements supplémentaires. Mais donc, c'est vrai que nous préconisons des formes de zéro béton ou de stop béton supplémentaires ou de ce qu'on appelle encore la zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que si on artificialise quelque part, on désartificialise un autre endroit. Dit autrement, ça veut dire que l'avenir de l'immobilier, de la construction, etc. à Bruxelles, c'est d'abord reconstruire la ville sur elle-même. C'est augmenter la densité dans certains quartiers, éventuellement dédensifier dans d'autres. En tout cas, arrêter de considérer des espaces qui sont des espaces naturels comme une variable d'ajustement dont on n'a rien à faire. Pourquoi ? Parce que oui, il faut densifier, oui, on doit utiliser des bâtiments existants pour faire plus, etc., etc. Mais on doit aussi s'adapter au dérèglement climatique. Les impacts des dérèglements climatiques vont être de plus en plus importants dans les prochaines années et dans les décennies qui viennent. Si on veut que les villes restent vivables, il faut des plans d'adaptation qui soient sérieux. Et si on veut faire des plans d'adaptation sérieux pour éviter les îlots de chaleur, les canicules excessives et des décès à l'occasion des canicules, c'est des dizaines de milliers de personnes qui décèdent prématurément quand on a des canicules, etc. On doit adapter la ville et la changer. Ça veut dire plus de verre et plus de nature partout, et ça, on doit dans tous les endroits. Ça, on doit vous le laisser sous votre législature. C'est une de vos belles réussites, c'est qu'il y a eu pas mal de zones vertes qui ont été. Donc on doit faire ça plus loin, y compris dans des quartiers qui sont très gris pour le moment, préserver les zones naturelles existantes, verduriser, avoir des espaces publics avec de la gestion intégrée des eaux de pluie, c'est-à-dire que l'eau de pluie, elle va pas dans les égouts où ça sature, où ça fait des inondations, où ça déborde dans la Seine ou dans le canal que ça vient polluer. Ou dans ma cave. Ou dans votre cave. Mais ça infiltre directement, je sais pas où tu habites, mais où ça boulevard, c'est du vécu. Ça infiltre directement dans le sol. C'est comme ça qu'on lutte contre les inondations, qu'on lutte contre les îlots de chaleur, qu'on verdurise, qu'on lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Donc, faut changer le mindset. Changer. Pour le moment, les promoteurs immobiliers et parfois certains politiques ont encore tendance à considérer qu'un terrain, c'est juste un endroit où on peut bâtir. Et basta. Et qu'il n'a pas de vertu en soi. Eh bien, ce logiciel-là, il doit être changé. Sur certaines friches, Ecolo a comme été partenaire au gouvernement avec Nawal Benamou pour sur certains terrains, les transformer en zones de logements sociaux. Vous êtes revenu par la suite, mais si on prend la friche Josaphat, au début, si on prend à Woluwe... Non, la friche Josaphat, on a toujours été opposé. Ouais. On a bloqué le truc. À Woluwe, les Dames Blanches, ce qui est finalement sur la table a fait l'objet d'un accord avec la commune et donc avec la majorité communale et M. Sorex, c'est le respect d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été défini par la commune et par la région il y a déjà 10 ans ou 15 ans et il est respecté. Je pense qu'il y aurait moyen de faire les choses un peu autrement que ça n'a été fait, mais en attendant, c'est un équilibre qui a été trouvé sur l'essentiel de la zone. Pour le moment, elle n'est pas à haute valeur biologique ajoutée. Avant, là, il y avait un agriculteur qui mettait plein de pesticides. C'est pas bon pour la nature, en fait, à cet endroit-là. Et donc, bon, on va faire des choses qui sont plus intelligentes et plus malignes et faire du logement sur le côté. Sur le champ d'Écailles, on espère encore qu'il n'y en aura pas. Sur le marais Wills, on a préservé le marais. C'est un terrain à bâtir. Normalement, tout devait être bétonné. Là, en fait, le marais, il est préservé. Il y aura une bande construite par CityDev qui a aussi acquis des bâtiments à côté pour justement faire du logement sur des espaces qui étaient déjà artificialisés. Donc voilà, c'est des équilibres à trouver et à chaque fois, on les a trouvés au maximum pour préserver la nature. Je suis pas seul dans ce gouvernement. Les socialistes estiment qu'il aurait fallu bétonner plus. Nous estimons qu'il fallait bétonner moins. On a trouvé à chaque fois des équilibres et des accords, souvent avec les communes en question et à Woluwe-Saint-Pierre avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Les amis, vous réagissez sur ce que vient de dire Alain Marron? Alors, zéro béton net, c'est très ambitieux, mais bon, je veux dire, je comprends dans votre logiciel que ce soit l'objectif. Là où je vous rejoins, c'est que il y a beaucoup de choses à reconstruire ou à rénover.
y a des bureaux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément, des centaines, des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés et qui vont le rester. On sait que la pandémie a entraîné une mutation profonde au niveau des habitudes des entreprises, au niveau du travail, le homework, etc. Donc, il y a des bureaux qui sont vides. Il faut travailler là-dessus. Il y a des énormes... Le plus grand propriétaire immobilier de Belgique, me semble-t-il, est la SNCB. Ils viennent de céder d'ailleurs une série on m'a glissé ça dans l'oreillette il n'y a pas longtemps. Ils cèdent des terrains, ils cèdent des bâtiments. Voilà, donc il y a certainement à faire, je pense qu'au niveau de des mentalités, il y a certainement à faire en disant on va améliorer des chancres ou ce qui existe déjà, le rénover et l'améliorer plutôt que de construire depuis zéro sur un terrain qui n'était pas construit avant. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, sur le zéro béton, alors le zéro béton, pour moi, ça veut dire deux choses. C'est zéro construction nette et puis zéro utilisation, parce qu'il y a aussi l'utilisation de la matière béton qui est un véritable enjeu. C'est pas ça qui était visé, mais ça, on peut en parler. Ça touche à l'économie circulaire, aux matériaux biosourcés, à d'autres méthodes de construction et de rénovation. Et justement, l'économie circulaire, très bien, mais si je ne m'abuse, c'est vertueux, mais c'est aussi beaucoup plus cher. J'étais hier, figurez-vous, sur un magnifique chantier, ferme du Chaudron à Anderlecht, où là, tout est en biosourcé. Ouais. Et en fait, très franchement, on a rarement eu un projet d'une aussi grande ampleur à un prix pareil. C'est 3 millions d'euros pour la rénovation complète et quelques nouveaux bâtiments sur la ferme du Chaudron. C'est des très très grands bâtiments, on parle pas de... Voilà. Et là, c'est fait tout en matériaux biosourcés. Tout. C'est un chantier totalement exemplaire à ce niveau-là. Et donc, les coûts sont contenus. Et là, on parle de marché public. Attention, c'est toujours plus cher par marché public. Est-ce qu'on peut décliner ça sur les nombres dont on parle en faisant du full biosourcé? Je suis pas totalement convaincu, mais voilà. C'est ce qu'on doit faire, et on doit aussi réduire la fiscalité pour aider les gens à le faire. Les matériaux les plus durables ne doivent pas être plus chers à la fin. Justement, il y a une mesure par rapport à la TVA. TVA c'est vrai qu'il y a eu temporairement, c'est passé à 6%, Ken, c'est ça? C'est ça. Pourquoi exactement? Pour ceux qui le bâtiment démoli et reconstruit, il y avait la possibilité d'avoir une TVA à 6%, et donc les promoteurs revendaient à 6%, mais c'était une chose que vous souhaitiez retirer. Sauf pour des rénovations qui se font sur base de matériaux biosourcés. Là, vous remettez une TVA à 6%. Donc sur les matériaux eux-mêmes, en fait, on va avoir une TVA réduite. Sur tous les matériaux qui sont les plus durables. Donc évidemment, ça vient réduire aussi le coût. On revient du 21% avec vous. Alors, il faut savoir que le projet de règlement régional d'urbanisme vise à favoriser le fait de ne pas démolir. D'abord rénover, sauf évidemment quand c'est complètement pourri. Il y a des endroits où c'est juste pas possible de rénover parce que ça coûterait plus cher, ou il faudrait même mettre plus de matériaux pour rénover que pour faire du neuf. Ça arrive aussi, mais dans pas mal de cas, en fait, l'idée c'est de se dire d'abord on songe à rénover, à réutiliser le matériau. À réutiliser le bâtiment, à réutiliser les matériaux et à rénover dessus. Et puis si c'est vraiment pas possible, alors on démolit, on reconstruit. Ça, c'est la logique du règlement régional d'urbanisme qui est sur la table maintenant et qui, j'espère, sera approuvé, même s'il est modifié à la marge, qui sera approuvé rapidement. Donc il faut que la fiscalité, elle s'aligne à ça, en fait. Il nous reste une dizaine de minutes, il y a tellement de choses encore à voir. Donc sur la ville de demain, je vais vous laisser choisir un sujet sur lequel lancer le ministre Marron, et puis on va devoir terminer. Donc un sujet par rapport à la ville de demain, malheureusement. Et Ken, Eric? Ouais, moi simplement, c'est les interactions en tant que Bruxellois depuis 54 ans déjà. Par rapport à l'immobilité. Félicitations. Non, oui, magnifique. Non, mais il y a évidemment l'immobilier, mais c'est lié. Moi, je trouve qu'il y a aussi des considérations de mobilité, j'aimerais qu'on en parle, et de propreté aussi. Parce que ça a l'air comme ça de rien, mais moi je trouve, vraiment, bruxellois, j'aime bien Bruxelles, j'aime bien ma ville, mais je trouve qu'elle devient de plus en plus sale. C'est aussi un vrai problème de qualité de vie. Ok, la qualité de l'air, tout ce qu'on veut. Alors, il y a des choses qui sont faites dans le bon sens. Je veux dire, moi je critique pas spécialement Bruxelles Propreté, sauf quand ils nous font trier des déchets organiques et qu'ils envoient tout en camion diesel à Ypres et qu'ils reviennent à vide après, parce qu'il n'y a pas d'usine de biométhanisation à Bruxelles. Mais d'un point de vue général, je veux dire, comment est-ce que... Moi, ma question, c'est plutôt une question holistique, mais comment est-ce qu'on combine mobilité où on voit que c'est pas pour l'instant, enfin, à mon avis, un succès gigantesque, propreté et développement harmonieux. Sur la mobilité... Il a été gentil. Sur la mobilité, si on... D'abord sur la malpropreté, moi je suis d'accord avec vous. Moi je me déplace énormément à vélo.
ce matin, donc j'ai l'occasion de voir beaucoup. Vous imaginez bien que je regarde, quand je suis ici ou quand je suis dans une ville étrangère, je suis particulièrement attentif à l'état de propreté ou de malpropreté, la manière dont les déchets sont triés, etc. On a encore beaucoup à faire. Moi-même, tous les jours, à plusieurs reprises, je vois des trucs que j'estime inacceptables en termes de malpropreté. Donc, je n'estime pas qu'on ait atteint des objectifs. Je dis juste qu'on a mis en place des choses, notamment la stratégie de propreté urbaine, tout, parce que 80% des voiries, c'est communal. Okay, donc c'est les communes qui sont responsables de ces propretés. 20% c'est Bruxelles Propreté. Mais personne ne se parlait. Personne ne se parlait. Maintenant, il y a des actions communes qui sont mises en place, etc. Des actions de sensibilisation et des actions de sanction. On a changé aussi la législation pour sanctionner plus rapidement et plus directement les gens qui se rendent coupables d'infractions, parce qu'en fait, sortir ses poubelles au mauvais jour, c'est une infraction. Aller déposer son divan au coin de la rue ou dans le quartier, c'est des infractions, c'est inacceptable. L'espace public, c'est pas une décharge, c'est pas acceptable. On a acheté des caméras supplémentaires, des caméras mobiles, on a financé les communes pour le faire, etc. Donc, on monte en puissance sur la stratégie de propreté urbaine. Il y a des résultats à certains endroits. Si vous regardez Flagey ou le Mont des Arts, même la gare du Midi, c'est mieux maintenant que c'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on doit continuer à améliorer, parce qu'on doit trouver des solutions à ce problème. Ouais, enfin, la gare du Midi, il y a quand même eu, il y a quelques temps, alors bon, c'est sans doute un peu de façadisme, mais une descente gigantesque des forces de police qui ont viré... Je parle pas de ça. Ouais, donc, ça, d'accord, mais donc ça, on a trouvé des solutions. Je dis même l'état de propreté. Ouais. Moi, j'ai été une fois à 5h du matin, voir comment les agents travaillaient là. Avant cette histoire-là, avant que le Premier ministre et la directrice, la CEO de la SNCB s'intéresse à la gare du Midi. C'était très chouette, mais donc moi j'ai été avant pour voir. Je veux dire qu'il y a un déploiement impressionnant au petit matin pour nettoyer. Le vrai problème, c'est que 2 heures ou 3 heures plus tard, c'est dégoûtant. Donc voilà. Mais donc c'est mieux. On parle pas de la gare du Nord. C'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant que ça n'était il y a quelques années, mais ça doit continuer à progresser. Bon, c'est juste parce que vous m'avez lancé sur la propreté, donc je suis obligé de réagir, évidemment. Mais bon, ceci dit, je partage votre constat. Hein. Moi, je suis insatisfait de l'état de propreté de la ville. Hein. Je veux dire, on a fait des efforts, les communes font des efforts, il y a des investissements de serre, mais on doit continuer tous ensemble à y arriver. On a mis en place les choses pour que ça puisse se passer. Sur la mobilité, bon, si on fait rien, ça va être de pire en pire. Si on regarde les projections, bureau du plan, tous les bureaux d'études, il y a de plus en plus de bagnoles et de plus en plus de kilomètres parcourus. Ça, c'est la réalité. Partout en Belgique. Hein. Partout en Belgique. C'est la tendance lourde. Donc, soit on investit dans les alternatives massivement, soit on aura de plus en plus d'embouteillages, de plus en plus de bordel. Il faut être clair. Oui, sauf qu'on n'investit pas dans les alternatives. Ah bah, quand même. Le métro, on est toujours pas là. Les lignes de tram à Bruxelles, il n'y en a pas non plus. Les lignes de tram, on a fait une par législature. Là, le tram 10, il est quasiment terminé. Il était nulle part en début de législature. Maintenant, il est quasiment fini. On va l'inaugurer dans quelques mois. Ce sera après les élections, mais il sera inauguré d'ici la fin de l'année. C'est une nouvelle connexion. Plusieurs kilomètres supplémentaires. Le tram à jet qui va jusqu'au Ezel, etc. C'est nouveau. Les connexions de tram jusqu'à Herman de Brou. Ça reste gentil par rapport à certaines autres villes d'Europe où là, il y a une vraie politique. On a augmenté de 15% en une législature. Donc en 5 ans, l'offre de transport en commun globale sur la région a été augmentée de 15%, essentiellement par plus de fréquences de bus sur des lignes existantes, quelques nouvelles lignes de bus aussi, et l'augmentation des fréquences de tram, et aussi l'augmentation des fréquences du métro. Et il faut augmenter sur la ligne 2, sur la ligne 6, même sur 1.5, les fréquences du métro, elles ont été augmentées. On a augmenté l'offre de 15%. On doit continuer dans cette direction. Et c'est mieux qu'avant de se déplacer à pied et à vélo. La ville 30 a rendu plus safe les déplacements à pied, à vélo. Il y a infiniment plus de gens qui se déplacent à vélo qu'avant. Dans tous les quartiers, c'est plus qu'un truc de bobo. Quand moi j'ai commencé à rouler à vélo à Bruxelles, il y a presque 20 ans maintenant, quotidiennement, quand je croisais un autre cycliste au feu, on se parlait. Tiens, oui, c'est quoi tes trucs? Tu viens d'où? On était voilà, on était 3 pelés à le faire et considérés comme des faux furieux. C'est fini ça. Maintenant, avec l'électrification des vélos, parce que Bruxelles, ça descend quand même, il faut avoir un peu des muscles. Donc l'électrification résout un peu ce problème. Et la sécurisation des infrastructures, le monde a changé. Idem pour les déplacements à pied, c'est beaucoup plus safe. Donc on doit continuer dans cette direction. Je veux bien les polémiques, hein, j'ai pas de problème, mais que proposent les autres? Moi, je ne vois... On doit avoir une vision, comme toutes les villes d'Europe, et elles vont toutes dans la même direction. On réduit l'usage individuel de la voiture, aussi pour faire en sorte que pour ceux qui en ont vraiment besoin,
on puisse circuler de manière fluide. Sinon, c'est les alternatives. La voiture partagée, le taxi, les transports en commun, la marche à pied, le vélo. Et c'est ça qu'on doit continuer à encourager. Et nous pensons qu'il faut continuer à le faire. Aussi pour que ceux qui ont vraiment besoin de leur caisse, individuellement, puissent l'utiliser confortablement. Ken, rapidement, un petit commentaire. On peut ça ou pas? Vaut mieux pas. On est dans une autre séquence. Non, mais ici, les transports en commun, très bien. Parce qu'en réalité, c'est plus facile dans la ville de se déplacer en transport en commun quand ils sont efficaces. Maintenant, vous avez dit, avant de commencer, il y a de plus en plus de voitures. Parce qu'il y a de plus en plus de gens... À l'échelle belge, hein. À l'échelle belge, mais à Bruxelles aussi, parce que les gens se séparent et donc papa doit avoir une voiture et maman doit avoir une voiture. Non, à Bruxelles, l'usage de l'automobile interne des Bruxellois, oui, est en diminution. Le pourcentage de ménages qui disposent d'une voiture est en diminution à Bruxelles. Mais à Bruxelles. La non, question... clairement, c'est statistique. Je veux dire, c'est pas un statement politique. C'est de faire des pistes cyclables dans tout Bruxelles règle le problème de la mobilité. Non. Il faut une série de mesures. Donc oui, il faut plus d'usage du vélo. En Hollande, s'ils n'avaient pas investi à partir de vélo. Vous ne pouvez pas imposer les gens de se déplacer en vélo. Mais je peux pas leur imposer de se déplacer en voiture non plus. Les gens font comme ils veulent en fait. Mais ils doivent avoir le chat. Quand moi je voulais me déplacer à vélo, et alors, vous savez pas mettre en côte, etc. Aux Pays-Bas, ils font comment? Il pleut moins aux Pays-Bas, au Danemark. Quand vous allez à Copenhague, le MR, il dit regardez Copenhague comme c'est bien. Il y a plein de vélos partout. La météo, elle est meilleure qu'à Copenhague. À Bruxelles, no way. Il y a un magnifique microclimat à Copenhague. Ouais, je veux dire, les Pays-Bas, le Danemark, etc. C'est tous les pays du Nord. Les gens se déplacent à vélo massivement parce que c'est facile et sécurisé de le faire. Vous n'avez pas peur de la pluie quand même. Allez sérieux. Non mais le vrai problème, le problème aujourd'hui, c'est qu'on oppose, et c'est ça le problème, les voitures au vélo, comme si les voitures c'était des méchants pollueurs et ceux qui roulent à vélo sont des mecs géniaux. Il n'y a pas une opposition, il y a des conflits d'usage. Ouais. On ne sait pas mettre sur toute une voirie plein d'espace pour la voiture, plein d'espace pour le parking, et en même temps plein d'espace pour les piétons, plein d'espace sur les cyclistes, et en plus une verdurisation pour avoir des espaces verts. C'est pas possible. Oui, il y a des provocations. Donc à un moment, il y a des choix qui sont faits. Il y a des provocations quand on voit Chaussée d'Inove actuellement, ou encore sur la Chaussée d'Inove, on enlève des places de parking pour mettre quoi? Des lignes blanches au sol avec des poteaux. Ça sert pas les vélos, ça sert pas les piétons. C'est juste une volonté de dire. Je connais pas le projet de la Chaussée d'Inove. Il y a quand même des endroits où on se dit ok, les commerçants, il faut y penser aussi. Il faut On essaye partout de penser aussi aux commerçants. Ce qui est possible en Italie avec des zones à trafic fortement limitées, au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, toutes les villes vont dans ces directions. Mais à Bruxelles, les gars, c'est pas possible. Ma voiture, ma liberté, il pleut, etc. Franchement, c'est du bullshit. Je vous le dis sérieusement. À un moment, si on continue à ne rien faire, ce sera de pire en pire. Et imaginez qu'on va pouvoir mettre de l'espace supplémentaire pour la voiture, c'est du délire. On doit avoir de l'espace en moins pour les voitures individuelles et de l'espace en plus pour se déplacer à pied, à vélo, pour les transports en commun en site propre, pour les véhicules partagés, pour les taxis et pour verduriser la ville. Pour les Uber aussi. Donc oui, les taxis et les Uber, quand j'ai les taxis, c'est la même chose. Ils sont dans la même ordonnance. Non, moi j'utilise les deux, des taxis ou des Bolt, des Uber, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, ils sont dans la même ordonnance, tout ça est légalisé. Je veux juste faire une petite parenthèse pour expliquer pourquoi on parle aussi beaucoup de mobilité. Petite anecdote très simple, j'en parlais avec un ami qui un jour est allé visiter une maison. Il était prêt à l'acheter, il fait une offre qui était un peu en dessous, donc ça n'avait pas été validé sur le moment même. Il est parti, en fait, il est resté bloqué dans les embouteillages et il s'est rendu compte qu'en fait, ce serait impossible pour lui de vivre dans ce quartier parce que trop d'embouteillages. Et donc finalement, après, l'agent immobilier le rappelle pour dire l'offre a été accepté. Il a dit non, je veux plus. D'où l'impact aussi de la mobilité sur l'immobilier. Donc c'est pour ça aussi qu'on en je sais plus où c'est exactement, mais voilà, c'est important aussi de faire le lien. Mettre de l'espace supplémentaire pour les voitures ne résout pas les embouteillages. Il faut être clair, il n'y a aucun exemple sur la planète où on ait augmenté la taille des voiries pour les caisses et où il n'y ait pas eu à la fin plus d'embouteillages. Parce que simplement vous créez des appels d'air, les gens utilisent de plus en plus la voiture, vous les encouragez à le faire et à un moment ça mais si on critique pas, moi, on va clôturer là-dessus. Eric, on va clôturer là-dessus, je te laisse terminer. Mais moi en fait ce que j'ai entendu là m'a fait un peu bondir parce que il faut sortir du clivage. Moi je roule en voiture et je suis multimodal aussi et voilà donc je veux dire c'est pas ma voiture ma liberté, c'est que la voiture ou c'est que le vélo. C'est un peu le débat gauche droite voilà, je trouve que il n'est pas pertinent ce débat là. Moi mon point, d'abord plus d'espace pour les piétons.
je suis pas certain qu'on vive une crise d'obésité. Je veux dire, de nouveau, je suis depuis 50 ans à Bruxelles, j'ai jamais dû me faufiler dans une rue parce qu'il y avait trop de voitures. Bon, voilà. Le nombre de fois, tu t'es déjà promené avec une poussette, avec des enfants qui sont sur des vélos, etc. Ouais, mais tu trouves pas que c'est compliqué? J'ai été à Rue Des Neuve. poteaux partout, etc. Des machins. Non, c'est vrai, c'est pas simple. Le confort piéton doit être amélioré. Il doit être amélioré. Je suis pas le persuadé confort des déplacements piétons doit être amélioré. Moi, je veux que quand mes enfants quand ils avaient 10 ans et qu'ils allaient à l'école primaire en vélo en passant par les trottoirs, j'avais les chocottes. Non mais ça, J'avais les chocottes. Et pourquoi? Parce que c'était pas sécurisé. Et pourtant, ils utilisaient les trottoirs. Et même quand ils vont à pied, j'ai les chocottes. Eh ben, ça, c'est inacceptable. Ça ne va pas. Je ne veux pas que grand-mère ou les enfants, on ait peur de les laisser sortir parce qu'en fait, c'est le bordel. Alors, parce qu'il y a des voitures rien, surtout. on coupe tout. mais alors, Mais j'ai pas dit qu'on coupe tout. On trouve des meilleurs équilibres. On trouve des meilleurs équilibres. La majorité des gens n'ont pas de voiture à Bruxelles. Ça, c'est la réalité. La majorité des gens et la majorité des ménages n'ont pas de voiture. Ces personnes doivent avoir la liberté de se déplacer en sécurité, avec des options qui sont raisonnables et sécurisées en transport en commun et autrement. Pour aussi que ceux qui ont vraiment besoin de leur caisse. Et il y a des gens qui ont vraiment besoin de leur caisse. Ou il y a des gens qui vont faire des travaux, ils sont en camionnette, ils ont besoin de se déplacer avec leur camionnette. On doit livrer les magasins, etc., etc. Pour que ces gens-là puissent circuler. Donc on évacue la circulation pour laquelle il y a des alternatives et des usages pour lesquels il y a des alternatives. Et au moins, ça laisse de la place aux autres qui en ont vraiment besoin. Parce que oui, il y a besoin de voitures, hein. Il y a besoin de camionnettes, il y a besoin de livraisons, il y a besoin de gens qui vont faire des travaux, etc., etc. Le message est passé. Eric, juste, tu veux terminer, mais vraiment en une phrase, ou pour toi c'est bon, c'est terminé? Nous ne serons pas d'accord, donc ok, parfait. Alors, pour avoir ce débat en off. on doit clôturer parce que ça fait presque, ça fait 1 heure. Et je veux juste, il y aura pas les questions des auditeurs, mais ce que je veux, parce que je connais les questions, mais rapidement, on fait un petit question-réponse en vrac, mais rapide. Rapide. Pas de plomb, hein. Vraiment rapide. Pérenniser l'allocation de loyer, ça fait partie de votre programme, l'allocation de loyer. Donc c'est une aide que vous avez mise en place pour aider ceux qui sont sur les listes d'attente de logements sociaux, pour leur permettre d'être dans le privé avec une aide financière. Pérenniser, ça veut dire on reste à plus ou moins, on augmente la valeur. Tout à fait clair. Le meilleur système d'allocation loyer, ça s'appelle les agences immobilières sociales. Ok. Et pour moi, c'est d'abord ça qu'il faut amplifier. Et oui, encore une fois, Nawal Benamou, elle aussi disait que pour régler le problème des logements sociaux, c'est une batterie de mesures qu'il faut prendre et pas qu'une seule. Bien sûr. Et donc on est dans cette logique-là aussi. Taxation des loyers. Taxation des loyers, vous êtes pour? Alors, dans le programme, non, simplement, c'est la taxation globale, en fait. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter la charge fiscale globale sur l'immobilier, c'est pas le point, mais c'est vrai que la globalisation des revenus figure dans notre programme. Mais là encore, c'est pour plus de justice, en fait. C'est aussi pour faire en sorte d'avoir une fiscalité sur le travail qui soit... En Belgique, on est taxé trop vite quand on a des revenus faibles ou moyens. Vous avez déjà une formule mathématique, un taux, quelque chose? Ça, j'ai pas par cœur, mais donc c'est imaginer une taxation globale sur l'ensemble des revenus. Vous êtes contre le co-living de luxe. Alors, parce que c'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui des investisseurs pour augmenter la rentabilité. On achète une maison maître, on réguler. Et beaucoup de communes veulent réguler avec, je dirais, il y a de l'abus des autorités de différentes couleurs de politiques. luxe, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi le co-living de luxe pour vous? Je sais pas comment le définir, mais en tout cas, c'est un peu des mouvements spéculatifs. Parce que le co-living reste une solution intéressante. Mais bien entendu, il faut pas supprimer le co-living. Les gens doivent trouver des solutions pour se loger, habiter ensemble dans un endroit, surtout quand on est célibataire, post-étudiant, etc. Ça peut être une bonne option. Par contre, c'est vrai que dans certains quartiers, d'installation de co-living de luxe avec des espaces externes, ça induit au niveau de la vie de quartier des nuisances importantes, parce que c'est Fiesta Carnaval jusqu'à 4-5 heures du matin, y compris sur les espaces externes, avec des familles autour, des enfants, des personnes plus âgées qui veulent dormir, et donc voilà, c'est ce problème d'équilibre. Il n'a rien contre le co-living, c'est la fête qu'il n'aime pas. Non, j'adore la fête, j'en fais aussi chez moi, mais si c'est tous les jours, voilà, ça pose des problèmes. Une des mesures qui a été mise en place aussi sous cette législature à Bruxelles, c'est le droit de préférence. Vous voulez le généraliser, ça veut dire quoi ça, le généraliser Le droit de préférence pour le locataire occupant. Oui, c'est déjà généralisé à Bruxelles, en fait. Ok, et vous voulez même soutenir... Donc ça, c'est de dire que le locataire d'un bien a une priorité sur l'acquisition du bien quand il est mis en vente. Okay, ce qui nous semble une bonne idée, et du reste, on et vous voulez même aider avec certaines mesures, je pense, la facilité au crédit hypothécaire pour ceux, justement, qui ont la possibilité d'activer les... Oui, parce qu'il faut activer rapidement, parce qu'il faut se décider très vite. Alors, parfois, on le sait longtemps à l'avance, parce que le propriétaire l'annonce longtemps à l'avance, mais parfois, c'est un petit peu plus court. Donc oui, effectivement, il faut accélérer les procédures. Et on le rappelle, Minimaliste, notre réalisateur, a eu la chance de devenir propriétaire
grâce au droit de préférence. Et ça, c'est c'est une bonne chose. C'est un bon exemple. Alors rapidement, parce que c'est encore un sujet qui va exciter nos amis ici. Il y a eu le moratoire hivernal qui a été testé cette année, que vous allez étudier un peu ici dans les prochains mois, les effets de ce moratoire, mais vous voulez à la limite le généraliser à toute l'année, quoi. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas nécessairement le généraliser à toute l'année, mais ce qui est problématique, je trouve, c'est la question hivernale. Je veux dire, être mis en dehors de son logement, c'est un problème, y compris si c'est au mois de mai. Tout à fait. Et c'est pas moins un problème en fait au mois de mai qu'au mois de février. Donc cette idée de décalage hiver-été, moi, à titre personnel, m'interroge. C'était dans l'accord de gouvernement, c'était exigé par certains, ça a été mis en place. Et ça a des effets pervers parce qu'on vient alors concentrer toutes les expulsions au même moment à la sortie d'hiver. Et vous savez, moi je suis sensible à ça parce que je suis aussi ministre de l'Action sociale, toutes les structures d'accueil, personnes sans abri, etc., c'est la même chose. Et on est sorti de cette logique-là. Avant, il y avait quasiment rien comme structure d'aide aux sans-abri en été, et il y avait des quantités énormes. Et donc au mois de mars, c'était tous les ans la même chose. Buyton, tout le monde dehors. Ça ne va pas. Moi, j'ai dit ça, stop. On arrête cette politique du thermomètre. On accueille toute l'année. Il y a des buffers en cas de crise et en cas de grand froid, il y a des buffers supplémentaires, mais globalement, on accueille tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'agir en amont contre les expulsions, mais de ne pas coincer les propriétaires. C'est-à-dire qu'il faut des fonds qui sont effectifs. Et puis surtout, ce que moi j'ai fait comme ministre de l'Action sociale, parfois en lien avec les compétences de Madame Benamou et avec Nawal Benamou, c'est faire de la prévention le plus tôt possible quand on voit que le problème survient. Et donc financer les CPS, financer les services de ce qu'on appelle habitat accompagné, etc. pour que dès que ça commence à merdouiller, entre guillemets, des loyers qui sont impayés, des actions en justice, on intervient à ce moment-là pour essayer de solutionner les problèmes. Parce que chaque fois qu'il y a une expulsion, c'est un échec. Oui, en même temps, chaque fois qu'il y a une expulsion, c'est un échec tout à fait pour les deux. Parce que le propriétaire, lui, je suis persuadé qu'il ne se dit pas chouette, je vais expulser quelqu'un aujourd'hui, ça va être une belle journée. C'est des procédures complexes pour les propriétaires aussi. Voilà, coûteux, complexes, etc. Donc c'est un échec pour les deux. Simplement, moi, mon seul point, je suis d'accord qu'il faut prévoir des accompagnements. Est-ce qu'on ne déresponsabilise pas à un certain moment aussi un petit peu les gens? Je vais très très caricatural, trop, mais de toute façon, je peux ne pas payer mon loyer, c'est couvert par je ne sais quelle administration, un fonds solidaire ou quoi qu'est-ce. Ou à partir de maintenant, ouf, je ne vais pas être expulsé parce que c'est couvert par un fonds solidaire qui ne doivent pas le rembourser. Hein. Non, d'accord. Oui, enfin, on sait bien que. Ouais, ben, on sait bien qu'ils ne vont pas le rembourser. Non, mais donc, il faut trouver le bon équilibre. Faire de la prévention contre la perte de logement et contre les expulsions, ça arrange tout le monde. Et aussi, il ne faut pas complètement déresponsabiliser les gens. Faire la différence entre de la nonchalance et des accidents de la vie. C'est aussi des accidents de la vie. Tout à fait. Parfois on bosse, etc. Et puis on n'a plus, ou on a, je sais pas, une maladie. Enfin n'importe, il peut y avoir, voilà, où on doit devenir aidant parce que son parent ou son proche a une maladie grave. On doit commencer à l'aider. Enfin bref, il y a plein d'accidents de la vie. C'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut. L'accompagnement, moi je l'entends. Pas juste que les gens disent, j'en ai rien à faire. Que l'État, enfin voilà, que l'État intervienne pour aider les personnes dans le besoin, c'est très bien. Et en Belgique, on paye beaucoup d'impôts. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui le payent avec plaisir si c'est bien utilisé. Mais de là à impacter le propriétaire, qui est propriétaire d'un ou deux unités, qui paye un crédit, qui a besoin indispensablement de son revenu locatif pour pouvoir le rembourser. Parce que si vous laissez trop de temps, c'est pas tout à fait juste. Parce que si jamais il y a un problème locatif, on est parti pour des années et des années avant de récupérer son argent si la personne ne s'est pas mis insolvable avant. Et donc ce qui se passe, c'est que non seulement il y a une personne en précarité, doit recevoir son et vous allez mettre le propriétaire qui met son bien en location en précarité également. C'est assez nébuleux de savoir un peu comment ce fonds va être créé, va fonctionner. Il faut des procédures pour que le propriétaire touche le loyer. Oui. Moi je suis multipropriétaire d'appartements que je mets en location et qui sont en bon état et je respecte le PEB. Pas du tout. Je suis en train de travailler justement pour assurer ma pension. Donc pour l'instant, mes appartements me coûtent de l'argent. Si mon locataire me paye pas, je vais moins être en situation de précarité parce que je vais pouvoir tenir 3-4 mois, mais pas plus que ça. Et l'État, avant qu'il m'aide dans les 3-4 mois, c'est sûr que ce ne sera pas le cas. Donc, l'idée d'aider les gens à rester dans le bien, et attention, au début, tu as dit mettre hors de son logement. Non, c'est mon logement que je mets à sa disposition. Donc, c'est quand même... Il y a un contrat de bail, quoi. C'est son logement, il est domicilié là, donc c'est son logement. Mais c'est mon logement que je mets à sa disposition. Et en plus, j'ai fait les travaux, et là, je te rejoins sur le truc. On peut imposer à un propriétaire qui met en location de respecter un certain PEB, une certaine qualité de vie pour qu'on ne modifie, enfin
capte pas son loyer à lui parce qu'il correspond à certains critères, et ça je suis tout à fait d'accord. Mais ce locataire-là qui bénéficie d'un appartement qui a été rénové avec un bon PEB et qui ne paye pas, et qu'on dit au propriétaire de toute façon pendant 6 mois il peut pas être dehors, faites appel au juge de paix, enfin ça coûte des frais, ça coûte de l'argent, de l'énergie, du stress. C'est pas normal qu'un propriétaire privé doive encaisser. Je l'ai dit, il faut mettre en place des mesures préventives et puis arrêter cette distinction I-vérité, elle n'a pas de sens, et en plus elle a un effet pervers, je pense, c'est qu'on se dit voilà, de toute façon il sera mis dehors dans 3 mois parce qu'on sort de la période hivernale, donc le problème va se résoudre entre guillemets 3 ans plus tard. Ça, c'est pas sain, je le pense. Voilà, c'était dans l'accord de majorité, donc voilà, j'ai été loyal à ça. Maintenant on présente un programme et ce qu'on veut pour l'avenir. Moi je veux pas ça pour l'avenir. Je veux effectivement qu'on lutte de manière effective contre les expulsions toute l'année, mais dans un cadre équilibré. Il n'est pas question d'aller mettre le couteau sur la gorge aux propriétaires. Il y a plein de propriétaires de bonne foi, c'est pas de leur faute. L'accompagnement, si le propriétaire, l'accompagnement, c'est la première fois qu'on l'entend ici dans les interviews. L'accompagnement, moi je pense que ça peut être vraiment utile. Moi qui ai grandi dans des logements sociaux, l'accompagnement, il n'y en avait quasi pas, et je pense que ça peut vraiment aider. Mais quand je vois déjà ce qu'on fait avec l'emploi, avec Actiris en termes d'accompagnement, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire en termes d'accompagnement sur tous les services d'habitat accompagné, on les a refinancés. Ils vont vraiment. Dès qu'il y a des signaux d'alerte, soit qu'ils viennent du CPS, soit d'un service social, etc., ils prennent des contacts pour voir quelle est la situation et essayer de trouver des solutions. Parce qu'il y a dans ce magnifique podcast encore qui est disponible sur tes réseaux sociaux, ceux de WeInvest, on parle de 17 propriétaires qui ont été indemnisés sur la période du moratoire hivernal ici, et avec fierté, entre guillemets, Nawal Benamou parle de 4000 expulsions par an, 17 propriétaires indemnisés. Il y a un décalage en termes de chiffres. Alors je sais pas quels sont les vrais chiffres, les bons chiffres. Peut-être que quand même des locataires ont recommencé à payer. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Je ne sais pas quelle est la traduction. Pas 3983 à mon avis. Non mais donc il faut éviter les effets pervers. Il faut éviter là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et ça ne doit pas sanctionner les propriétaires. Certainement pas les propriétaires qui sont de bonne foi. Ceux qui louent un logement correct, etc. Si ils perçoivent pas leur loyer, ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de raison qu'ils soient sanctionnés de manière ou l'autre. On doit trouver une solution qui satisfasse tout le monde en fait. Presque 1h15 d'émission, on va arrêter, sinon on va passer. Sinon je vais dépasser Georges-Louis, c'est vraiment pas possible. On va passer la journée ici. En tout cas, merci Alain, Monsieur Marron, Monsieur le Ministre. Avec plaisir. D'être venu ici sur notre plateau. Bonne chance pour la campagne, les campagnes, puisqu'après on a les communales qui arrivent en octobre. On est encore parti pour quelques mois. Eric Spitzer, CEO d'Imo Vlan, merci beaucoup. Ken C'était un véritable plaisir. Merci. Et puis il a rongé son frein. Non, moi je débattais face à deux libéraux. C'est la chemise, Eric. C'est la chemise. C'est vrai. On vous invite à continuer le débat en commentaire de cette vidéo, et on vous invite comme à chaque fois à aller faire votre propre avis en allant analyser les programmes. Ils sont sur tous les sites internet. Parfois ils sont très consistants. Il faut lire un peu, mais c'est important de s'intéresser à tout ça, et c'est pour ça qu'on fait cette émission. On n'est pour aucun parti, mais on accueille chaque personne avec ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, même si individuellement on est quand même on vote aussi quand même on a quand même des affinités avec certains. Ça va, on va pas le cacher quoi. Voilà. Ah non, d'ailleurs vous le cachez pas. Non, c'est bien normal, il n'y a pas de problème avec ça. Notre peuple vaincra. On peut terminer là-dessus, je pense. Merci, chers camarades. Merci, chers camarades. Merci à vous pour ce débat. Bon, allez les amis, à très bientôt pour le dernier épisode, celui du PS. Et c'est Thomas Dermine qui sera avec nous ici sur le plateau. Un épisode qui a été réalisé et coproduit en partenariat avec Imo Vlan. Téléchargez l'application, c'est important. Une nouvelle application magnifique. Ciao, ciao les amis, et à très vite.